Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve non pas pour un petit mais probablement un gros podcast en compagnie de l'ami Albator. Comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien et toi? Fort bien parce que je continue ici ce qui est devenu une sorte de tradition, les podcasts Chris Markeriens, parce que j'avais fait La Jetée avec la Missing Files, ensuite c'était Sans Soleil avec le pote Desgadi, et aujourd'hui il va être question d'une des autres œuvres majeures, même si moins mentionnées, hein, de l'univers de Chris Marker, qui a fait, je sais pas, plus de 100 cours, docu et tout, dans tous les sens, hein, dans sa carrière. Eh bien, on va parler ensemble de Aka, qui est sorti en 1985. D'ailleurs, en fait, c'est 40 ans à ce truc, à cet essai, à ce documentaire, à ce making-of qui n'en est pas un. C'est un peu compliqué déjà de le classifier. Aka, sorti la même année que Ran, d'Akira Kurosawa, et pour cause, puisqu'il s'agit d'un film documentaire, voilà, on va l'appeler comme ça pour l'instant, qui a été fait en participant au tournage d'Aka. C'est Chris Marker qui a pris sa caméra et qui est allé voir comment le maître, le sensei Akira Kurosawa, allait confectionner ce qui est considéré comme son aboutissement. Alors, son chef-d'œuvre, hein, il y en a plein, hein, de très grands films d'Akira Kurosawa, mais aussi la fin d'une ère pour Akira Kurosawa qui aboutit là, avec Ran, on le sait, son cinéma historico-féodal de samouraï, etc., enfin samouraï ou autres personnalités historiques, avec influence Shakespeare, parce que Ran, c'est quand même un écho au roi Lear. Mais on va donc voir Chris Marker qui, non pas va interviewer Akira Kurosawa, non, il va l'observer dans ce moment de créativité sur plusieurs jours, plusieurs semaines, et voir comment le poète, artiste, cinéaste, tout ce que vous voulez, met en place une œuvre hyper ambitieuse, peut-être le film le plus ambitieux de sa carrière d'ailleurs, luttant contre les éléments et jouant à la fois sur la précision, mais aussi l'improvisation des moments magiques qu'offre le cinéma par moments avec les éléments et autres soucis qui deviennent finalement des points forts d'un film que tu as découvert récemment en plus, mon cher Albator. Et Aka, lui, c'est la deuxième fois que tu le visionnes. Moi, je le découvre un petit peu plus tard. Et on va déjà poser cette question-là. À ton avis, où se place Aka dans l'œuvre de Chris Marker? J'ai posé la question la plus compliquée volontairement au début. Allez, vas-y, débrouille-toi avec ça. Bah, quand même, tu nous dis qu'il y a plus de 100 films faits par Chris Marker, tu nous demandes où elle se place, ça va être un peu compliqué. Ah non, mais bon, Mais voilà, c'est intéressant de le placer, parce que c'est voilà. 2 ans après Sans Soleil, par exemple, qui est un de tes peut-être ton Mmh. marqueur préféré d'ailleurs. Bah, c'est mon marqueur préféré, c'est mon deuxième film préféré. Donc vraiment, c'est quelque chose. Moi, Aka, je l'ai découvert donc avant Sans Soleil, juste après La Jetée. Et pour la replacer dans son œuvre, on dirait une œuvre assez intimiste en soi pour Chris Marker, qui va suivre sûrement peut-être son réalisateur préféré, celui qui ici le passionne le plus, tant il va filmer Akira Kurosawa comme un grand artiste, comme une personne avec une aura particulière. Donc déjà là, on peut noter une œuvre qui est assez spéciale, d'autant plus que pour une fois, c'est la voix de Chris Marker qu'on entend. Ce qui paraît anodin, mais lorsqu'on la replace dans sa carrière, c'est très rare. Valparaiso, dont il a filmé les images, c'est pas lui. Sans Soleil, c'est pas lui. La Jetée, c'est pas lui. C'est vraiment quasiment exceptionnel de l'entendre. Même lorsqu'il fait des apparitions chez les autres cinéastes comme Agnès Varda, c'est via une autre voix. Donc on sent déjà ici une aura particulière déjà à Aka, qui se révèle être l'un des films les plus personnels de son réalisateur, et l'un des et un faux making of, on va dire, du peut-être du film le plus personnel de Kurosawa par de nombreuses manières, hein. Je t'en avais parlé en DM, mais il y a plein de parallèles à faire entre les personnages de Ran à son auteur en lui-même. Donc c'est très particulier déjà là, mais ça ça devient d'autant plus particulier lorsque l'on analyse le film, lorsqu'on le décortique, puisque, je trouve que Chris Marker fait un exploit, c'est que, si Ran, c'était déjà un film très personnage à Kurosawa, Aka l'est aussi pour Kurosawa. C'est-à-dire qu'on va entrer dans sa psychose, on va, le voir comme on l'a
pas vraiment vu, en fait. On a ce mirage de grands réalisateurs et cetera, mais c'est Chris Marker qui va vraiment le filmer, au moment le plus important, c'est-à-dire lorsqu'il filme comment ce réalisateur-là, ce réalisateur de légende, est en train de faire un film. C'est unique. Hmm. Oui, et alors d'autant plus que rien que le choix du titre est très étonnant, quelque part, parce que, alors après, ça a été un petit peu retitré, je sais, il y a eu, par exemple, des versions françaises où c'était Aka, virgule, Akira Kurosawa, au cas où on soit complètement bête, mais c'est plus pour la distribution et tout, mais Chris Marker, lui, il a appelé Aka, c'est-à-dire qu'il a résumé le maître en initial pour garder, c'est comme une forme de mystère autour d'Akira Kurosawa, ou d'intime, mais moi j'ai une autre alors c'est une théorie très personnelle, c'est parce que Aka, dans son surnom, parce que c'est pas son nom de famille véritable, hein, Chris Marker, dans Marker, il y a aussi Aka dedans. Donc c'est comme s'il essayait de rentrer dans l'univers d'un de ses réalisateurs préférés, parce qu'on peut citer Hitchcock, enfin au moins Vertigo, parce que je pense que Vertigo est le film préféré de Chris Marker, mais bon ça, c'est regardez La Jetée, vous comprendrez, même Sans Soleil, hein, parce qu'il Regardez Sans Soleil, hein. retourne sur le tournage de Vertigo. Mais je sais pas, Aka, voilà, c'est comme s'il s'inscrivait de façon très intime et subtile dans les initiales de son maître, d'un des maîtres. De toute façon, il l'appelle Sensei, hein, ça veut tout dire, Sensei, le maître, quoi. Et en même temps, voilà, c'est l'idée que, comme pour Sans Soleil au final, parce qu'on est dans une continuité, Sans Soleil s'intéressait beaucoup au Japon déjà, puis Marker est beaucoup allé au Japon. C'est comme si en tournant des images de Sans Soleil, il se disait, bon, là, dans ce pays, à un moment, il va falloir quand même que je m'arrête sur le cinéaste majeur de ce pays, enfin l'un des grands cinéastes de ce pays. Et c'est comme si ça avait germé un petit peu. L'idée que, comme Sans Soleil, c'est un documentaire, mais c'est pas vraiment un documentaire. C'est une sorte d'essai cinématographique, en fait. Ici, il y a des moments, on est dans du making-of, si vous voulez, indirect, puisqu'on filme comment le film se fait, et ça, on en parlera après, parce que c'est assez fascinant de voir ça. C'est un véritable chantier au sens large, un chantier créatif. Et Chris Marker choisit certains plans pour nous montrer comment, et à certains moments, on va dire qu'il d'ailleurs se concentre vraiment sur la création, l'envers du décor, comme on dit. Mais on est donc entre l'essai, le documentaire et le making-of. Et comme souvent chez Chris Marker, ça fait partie de ces cinéastes qui ont leur propre médium à eux. Ils ont leur univers, et même que beaucoup de leurs films sont au-delà du genre prédéterminé, quoi. On va dire, voilà, tiens, je vais voir un documentaire de Chris Marker. Ah ouais, et puis tu es devant, tu te dis, ouais, c'est un documentaire, mais il y a aussi autre chose, il y a une réflexion, donc il y a de l'art par-dessus. C'est pour ça que je parlais d'essais philosophiques ou poétiques. Et donc c'est presque une sorte de... Il y a un discours derrière qui va au-delà même. Enfin, c'est en gros l'exemple même de ce qu'un documentaire doit être d'ailleurs. C'est-à-dire que son auteur s'implique tout en retranscrivant la vérité du moment, mais en allant plus loin, comme s'il captait aussi les émotions et les réflexions et les pensées ici de Akira Kurosawa. Et dès l'introduction, on a tout Chris Marker et comment il va basculer vers le maître. L'introduction avec l'enregistreur, donc son simple truc, une sorte de vieux recorder là, avec lequel il voyageait souvent, etc. On a sa voix off, mais avant, il commence par la voix d'Akira Kurosawa et il place aussi cela devant une télévision qui filme. Et Chris Marker qui filme un moniteur, c'est un peu sa vie aussi. C'est-à-dire que même dans son atelier, vous voyez d'ailleurs l'un des derniers travaux indirects où il a participé avec Agnès Varda en 2011 dans l'atelier de Chris Marker, on voyait qu'il travaillait avec des moniteurs, il travaillait toujours avec les écrans, on voit ça dans Son Soleil, par exemple. On a ce début-là à la Chris Marker, et très vite, il s'efface, même s'il y a sa voix off tout au long du film, il s'efface aussi devant la voix du maître, hein, qui parle de l'acte de créer, on parlera aussi de sur quoi c'est basé, et après, on bascule vers le visage d'Akira Kurosawa en silence, sans un mot, ça dure quoi, une dizaine, une quinzaine de secondes, en mode, c'est pas silence on tourne, mais silence on regarde le maître tourner. Et je trouve que rien que le début dit tout, en fait. Bah, on a cette fascination, en fait, pour Kurosawa, comme je disais. Bah, tu l'as très bien dit, en fait. Pendant quelques secondes, on regarde l'œuvre, l'artiste à l'œuvre. Comment il fait, comment il filme. Et là, on a toute une fascination qui se crée pour moi. C'est waouh! On a peut-être l'un des plus grands cinéastes de tous les temps en train de faire l'un de ses derniers très grands films devant nous. En plus, Ran,
comme tu l'as dit, c'est un film très marquant dans sa carrière car c'est son dernier historique. C'est le dernier grand film historique de, Kurosawa qui s'est fait connaître grâce à ça, qui a fait quand même des chefs-d'œuvre avec ça. On peut penser à Rashomon, donc qui est aussi cité ici pour, un peu le côté making of, on va expliquer certains procédés que va utiliser Kurosawa, par exemple, celui des panneaux pour, réfléchir la lumière sur les personnages et les faire, un peu, sortir, du décor. On va aussi citer les 7 samouraïs, Yojimbo. On a donc, un tournage autour de l'œuvre un peu testamentaire de Kurosawa sur, le plan, médiéval. Mais c'est pas tout, comme tu l'as dit. On a, donc l'une des œuvres testamentaires Kurosawa qui et là, apparaît sous un angle totalement différent. On a l'angle de la fascination pour Chris Marker, de comment est fait, l'un des plus grands films de tous les temps. Donc j'ai découvert Ran très récemment, c'est l'un des plus grands films de tous les temps, je tiens à le dire. Et on a, donc toutes ces dimensions sur l'artiste, comment il fait, comment il pense et même là, c'est fascinant quand on voit Kurosawa méditer, attendre très longtemps, pour faire ses scènes, répéter abondamment pour juste filmer une seule fois. C'est la fascination complète, en fait. Et Chris Marker, comme le spectateur, le regarde, adore regarder ce Kurosawa qui fait. C'est parce qu'il y a un côté très beau Et à c'est pas du ça. voyeurisme. On voit. Voilà, c'est pas du Ah non, voyeurisme non plus. C'est ça la c'est force pas du du tout film. du voyeurisme. C'est vraiment, on dirait même que Chris Marker, en fait, essaie de pas trop le déranger. Il va jamais interagir avec lui, comme tu l'as dit, jamais lui Ouais. poser des questions. On va entendre Kurosawa donner des instructions sur le plateau. Normal, c'est un réalisateur. Et on entend aussi des cassettes audio enregistrées, mais même pas Mm. vraiment interviewées. C'est plus des fragments que Chris Marker aurait enregistrés sur le tas peut-être Kurosawa qui parlait du cinéma, de la mémoire, parce que c'est un film de Ouais, mémoire, Ran, tout comme Maka. ouais. On n'a jamais vraiment d'interaction avec lui, mais on sent quand même toute tout Kurosawa sur nous. Je sais pas comment bien l'expliquer, mais Ah, mais c'est ça, il y c'est a ce côté. des fusions. Enfin, il y a une fusion, mais il y a un regard aussi d'élève à maître. Mais en même temps, il essaye de pénétrer sans le déranger dans son univers. Et d'ailleurs, j'y ai pensé aussi, mais le premier visage qu'on voit, Akira Kurosawa, tout ça en silence et tout, c'est comme s'il regardait la caméra, mais en étant fuyant ou pas, on ne sait pas. Bon, il a les lunettes de soleil, donc ça renforce le mystère. Mais c'est le genre de plan à la Chris Parker qu'on voit dans Sans Soleil, par exemple, ou même évidemment dans La Jetée. C'est des regards caméra ou pas. Dans Sans Soleil, on a les dames du marché africain là, qui à un moment captent l'idée qu'elles sont filmées, mais il y a une idée de fuite aussi. Ils captent l'intime sans vouloir être voyeur et tout en gardant le mystère derrière. C'est exactement ce qu'il essaye de faire avec Akira Kurosawa, mais c'est le maître. Il garde ses lunettes de soleil. Voilà, c'est ça. Déjà, c'est pour le mystère ultime derrière. Et comme tu l'as dit, oui, c'est un film où on voit comment le maître est au travail, donc avec des longues répétitions qui durent des heures et des heures pour souvent une prise unique, parce que Akira Kurosawa, il espérait que la prise soit unique et la bonne. Peut-être que s'il voulait capter vraiment l'intensité, beaucoup de cinéastes le font. Il y en a qui. C'est marrant parce que dans l'histoire du cinéma, il y en a qui vont tourner une scène 50 fois. Kubrick, je sais qu'il était hyper strict là-dessus, mais beaucoup de ces cinéastes qui vont tourner la même scène 50 fois, souvent ils vont prendre la meilleure, hein, c'est-à-dire la première. Souvent c'est ça qui est terrible. Hein. Mais bon, ça c'est un petit aparté. Et donc l'idée de être cinéaste, surtout dans un film aussi épique qui dépend des éléments et de l'extérieur, parce que c'est un film en décor réel, c'est la patience. Et on voit la patience, on voit l'attente aussi. C'est-à-dire que c'est le début, ça, hein, vers le début en tout cas, c'est que il nous montre comment les gens s'installent, mais après comment ils attendent le moment. Ils attendent le moment où le vent sera bon, où l'éclairage sera le bon, on attend qu'il y ait un truc qui se calme, etc. Et ça montre aussi une forme de frustration pour arriver au moment de la création ultime du tournage. Mais en fait, cette attente-là, elle est aussi importante que la préparation avant et le moment du tournage. C'est-à-dire que nous, à l'écran, la RAN, tout ce qu'on voit, ce magnifique film,
c'est des moments qui ont été captés et tout, mais derrière, sur je ne sais plus combien de temps le film fait, mais il y a des heures, des heures et des heures et des jours et des semaines d'attente, de préparation et de réflexion. Et ça, on le voit. Quand on voit un film, on n'a pas conscience de cela. Mais avec Aka, tu me l'as dit d'ailleurs en off, limite, ça sublime Ran, quelque part. Bien sûr que ça sublime Ran et dans cette attente, il y a aussi, tout un combat que mène Kurosawa, en fait. Déjà de la prise parfaite car, je pense que, tu me le disais en off aussi, je pense que c'était, il avait prévu comme son dernier film, comme son dernier chef-d'œuvre, son Chant du cygne à lui-même. C'est pour ça que, dans Ran, on peut voir énormément de liens avec son auteur. C'est pareil pour, Rêve, par exemple, qui, est très personnel et rempli, et jonché de plein de souvenirs de Kurosawa et de rêves, de cauchemars, et cetera. Là, on a, donc un combat contre lui-même et aussi contre, tout son plateau de tournage qui est placé sur le mont Fuji, ce qui paraît être une bonne idée, mais qui en fait est une horreur puisque il y a le principal ennemi de Kurosawa qui va se manifester là-bas, qui est le temps. Son plus grand ennemi à Kurosawa pour Ran, c'est le temps. Et je trouve ça un Alors, peu, je trouve ça un peu le beau. temps, le temps en forme météo, parce que c'est vrai qu'il y a deux temps. Il y a le temps, les éléments, et le temps cinéma et le temps de la mémoire. Enfin, il y a plusieurs temps en fait. Bah, Mais c'est vrai que oui, les éléments qui se déchaînent autour, et le temps, le jour, la nuit, etc., quoi. bah oui, mais justement, dans un cas, on nous montre une scène où, pour un plan, je crois, on devait tourner de nuit et toute la journée, et toute l'équipe se prépare, et cetera. Kurosawa, pendant ce temps-là, il réfléchit, il médite. Toute l'équipe est en train d'attendre ce moment opportun pour filmer une scène magnifique. Je magnifique, honnêtement, j'aurais adoré qu'elle soit dans le film, mais elle n'y est pas. Chris Marker le C'est dit à la fin, génial. non, elle n'y est pas. C'est C'est ça. Elle a ça été montre coupée au une der montage. Et c'est ça génial. montre une Alors, détermination. Allez. d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a eu des fuites ou des versions longues qui ont fuité quelque part. Peut-être qu'elle existe quelque part, cette scène, ou qu'elle a été mise à la poubelle, vous imaginez. Et nous, on voit, grâce à Aka, on voit qu'elle a existé, mais qu'elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a le moment de la création qui a existé, mais elle n'est pas dans la création. Et c'est ça l'idée de la frustration aussi. Hein. Alors pour des raisons sûrement artistiques, c'est-à-dire on imagine Akira Kurosawa en post-production sur son film, en mode ouais, cette scène elle est géniale et tout, mais bon, elle n'entre pas dans le résultat final pour X ou X raison, on la met pas. Voilà, parce qu'un film c'est un tout. C'est un film, voilà, il y a des moments, il y a des choses qui peuvent être belles prises à part, mais dans un ensemble, elles ne vont pas fonctionner. Et dans cette idée, voilà, de création et tout, on a oublié de dire un truc, mais en fait, c'est en lien. Il y a aussi un moment de concentration de la part de Chris Marker, et c'est très beau de sa part, sur les collaborateurs d'Akira Kurosawa. C'est-à-dire les gens qui travaillent autour. Parce que c'est toute une équipe. Une équipe, évidemment, on parle même des figurants, des petits techniciens, des bricoleurs, les kagemusha du bricolage qui dit Chris Parker. Les kagemusha, c'est les hommes de l'ombre. Hein, l'homme de l'ombre et tout. Alors, référence à un film aussi de Kurosawa. Donc, moi, ça m'amuse parce que Chris Parker utilise ce terme-là parce que c'est vrai, il y a beaucoup d'hommes de l'ombre sur un tournage, mais aussi les collaborateurs proches d'Akira Kurosawa. Alors, quelques nouveaux, quelques plus jeunes, dont un Italien qui court à 16 images par seconde. À un moment, j'étais mort de rire sur cette référence. C'est-à-dire c'est presque du Godard. Chris Parker, on sait qu'il a été pote avec Godard. Enfin, il est un peu cette équipe-là qui a eu du cinéma et tout, même s'il n'est pas vraiment dans la nouvelle vague, il y a été aussi. Parce que La Jetée, c'est une forme de. C'est une nouvelle vague de fiction, de science-fiction presque, hein, dans l'approche ultimement neuve de faire du cinéma, parce que La Jetée, c'est un film totalement unique en tant que roman photo collage, qui à mon avis, d'ailleurs, n'a jamais pu être refait à l'égal. Quoi. Il a fait évidemment le Jolimet aussi, qui est en lien, comme si d'ailleurs le Jolimet annonçait le mai 68, 6 ans avant. Ça aussi, c'est un truc. Ah, peut-être qu'on en parle un jour du Jolimet, pourquoi pas, après tout. Mais il y a des choses très intéressantes ici dans l'idée qu'il prend conscience, et il le sait, Chris Parker, il a été cinéaste aussi, hein, à sa façon. Même s'il n'a pas eu beaucoup de collaborateurs, il en a eu dans sa carrière. Il a travaillé avec Alain Resnais aussi, hein, par exemple. Et on voit, par exemple, Honda, hein, celui qui a fait Godzilla, le film des années 50,
mais qui a beaucoup travaillé avec Kurosawa jusqu'à la fin de sa carrière et qui avait commencé dans les années 30 avec Akira Kurosawa. Donc il y a même un jeu sur la fidélité, le temps qui passe. On a quelqu'un là qui a collaboré pendant plus de 50 ans avec le maître et qui pourtant a été lui-même grand réalisateur à côté, mais qui va revenir faire l'assistant réalisateur sur plusieurs films de Kurosawa. Moi, je trouve ça beau, une belle fidélité. On voit aussi beaucoup de gens et un hommage même parce que hasard triste du destin, il y a l'ingé son Fumio Yanoguchi qui est décédé peu après le tournage de Ran et au moment où Aka sort, donc ça se joue à quelques semaines près, Chris Marker a appris le décès de Yanoguchi, on voit, fait un petit focus, un moment de silence sur son visage aussi. Donc c'est beau, voilà, c'est beau. Et c'est important ça aussi dans l'histoire du cinéma. On parle très peu des collaborateurs, même souvent, et c'est cruel, dans les grands films, on va parler du réalisateur, peut-être du scénariste, du chef-op, mais on va rarement parler de l'ingé son, du chef accessoiriste, du décorateur, celui qui s'occupe des décors, etc. Mais sans ces personnes, les films n'existent pas, tout simplement. Hein. Mais aussi, il y a toute une fascination de... Je dis beaucoup le mot fascination, ça commence à m'énerver. Il y a tout un focus de Chris Marker sur les figurants. C'est-à-dire que la majorité de Aka se passe sur le tournage de la grande scène de bataille dans le château du troisième frère dans Ran, qui apparaît genre à 1 minute, 1 heure et demie, qui est la grande scène de bataille du film, très bien filmée, magnifique aussi, et justement très technique, et donc énormément de figurants. Donc Chris Marker va s'y intéresser, va les filmer de près, va filmer ces jeunes gens très qui peut-être font leur début dans le cinéma grâce à ce film-là, ils sont pas forcément formés etc. Pour un grand film d'un réalisateur un peu plus vieux. Et tu parlais de ses collaborateurs, de ces 7 samouraïs. Je trouve sur ce tournage, il y a un truc qui rallie le passé et le présent. Déjà, le film débute de la sorte, c'est-à-dire que Chris Marker va filmer une télé. Et il va expliquer que toute l'équipe du tournage, à la fin, quand ils rentraient chez eux, etc., ils regardaient la télé, qui diffuse pour Chris Marker des choses assez inutiles du temps actuel. Et il va contraster ça avec la vision de Ran, de Kurosawa, justement, qui appartient à un autre temps, qui dépeint un autre temps. Et il y a pas, et c'est pas seulement le film qui fait ça, c'est aussi tout le tournage. Il y a donc ses anciens collaborateurs, mais aussi de nouveaux. Et sur ce plateau, on peut aussi voir un truc qui m'a fait un peu rire, c'est énormément de soldats repris du Japon féodal, à côté de voitures, à côté d'objets extrêmement modernes, surtout à un moment où ils sont tous en train d'attendre Sensei qui médite pour pouvoir reprendre le tournage. Ils sont tous en train d'attendre en armure dans l'herbe, à côté de pelleteuses, de voitures, etc. Il C'est y a génial ce ça. côté fascinant aussi. C'est Mais tout fait sens. magnifique. D'ailleurs, c'est Mm. intéressant, là, tu vois, en quelques secondes, tu viens d'exprimer beaucoup d'idées, parce que tout est lié et tout fait sens. L'idée que oui, donc on s'installe sur le making-of, on voit, enfin, sur comment le film se fait. Donc on voit les décors naturels, les guerriers, donc les guerriers anonymes du mont Fuji, ils sont nommés comme ça, les figurants qui se préparent, etc. Donc en costume médiéval, enfin médiéval ou post-médiéval, enfin, peu importe. Et à côté, Chris Marker fait exprès de filmer les pelleteuses, les gens en habits naturels, donc les techniciens du film autour qui savent faire. C'est hyper important ça. C'est ça qui est formidable d'ailleurs. C'est la reconstitution historique à ce moment-là d'ailleurs. On est dans le cinéma, mais on va même presque au-delà du cinéma, c'est-à-dire que tu te rends compte que pour faire une œuvre de fiction, Akira Kurosawa, il prend des éléments de la reconstitution historique, donc quasi documentaire en voyageant dans le temps. Parce que la reconstitution historique, ça va être une forme de documentaire voyage dans le temps. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et il y a ça, et c'est en lien avec l'importance de la mémoire et du souvenir. Et c'est vrai que ce contraste qu'il fait au début, donc entre modernité et le passé, comme le film le fait là, on voit le passé qui est la diégèse principale de Rad, mais avec la modernité qui s'affaire autour pour créer ou recréer ce passé. Et à ce début, sur cette télévision, on le sait, Chris Parker,
il était fasciné, tiens, moi aussi je vais le dire, fasciné par la modernité, Chris Marker, jusqu'au bout. Il a fait même un peu dans la réalité virtuelle. Il a presque anticipé Internet, on le voit dans Son Soleil. C'est un délire, quoi. Mais en même temps, c'est pas qu'il en avait peur de cette modernité, mais il s'en méfiait aussi et revenait sur les vrais gens, sur la réflexion, sur la mémoire et le temps. Regardez, de toute façon, la jetée, c'est ça. C'est un mix. Le futur revient vers le passé pour créer une boucle. La fameuse boucle à la Vertigo d'ailleurs, etc. Tout est lié, quoi. Donc, et là, on fait une boucle aussi sur l'idée qu'il y a cette télévision au début où il le dit dans sa voix off. La télévision, c'est un endroit donc où l'histoire sans mémoire s'y déroule. C'est ce qu'il dit. Ce sont ces termes. L'histoire sans mémoire. C'est-à-dire qu'on balance les images comme ça. D'ailleurs, Internet, c'est la télévision au carré, quoi. C'est souvent, on le voit, certaines réflexions très bas du plafond, on va dire ça gentiment, sur les réseaux. C'est clairement on revisite et même on réécrit l'histoire sans mémoire, sans le travail de mémoire. Ce qui fait que malheureusement, on a une montée de plus en plus réactionnaire et qui fait un écho sur notre société qui bascule vers ce côté réactionnaire. Vous voyez que tout est très important en fait. Et Chris Marker, il le sent ça. D'ailleurs, il a lutté contre toute forme de fascisme dans sa vie. Il a été très engagé. Alors, très à gauche, mais pas au début de sa vie, mais plus tard, très à gauche, après la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est vrai qu'il a été plutôt d'une famille de droite, Chris Marker, c'est ça aussi son paradoxe. Et il y a ça, l'idée de l'histoire sans mémoire de la télévision, et la citation d'Akira Kurosawa, comme tu disais, qui était enregistrée comme ça, où il dit que l'acte de créer, en gros, pour reprendre ces mots, l'acte de créer doit être basé sur les souvenirs. Et ben, c'est exactement ce qu'on voit dans ce film, dans cet essai, en fait. C'est que l'acte de créer, cette création moderne, avec des éléments modernes, doit être basé sur les souvenirs pour bien reconstituer ce qui était plausible, on va dire, à l'époque. Et en fait, tout fait sens. C'est-à-dire à la fois l'obsession Chris Marker sur la mémoire, qui est là depuis le début de sa carrière, sur la modernité qui fait écho avec cette mémoire, et aussi le travail d'Akira Kurosawa sur cette mémoire. Et ne pas oublier qu'Akira Kurosawa, il a fait aussi quelques films sur son Japon contemporain. Il l'a fait dès l'époque avant Rashomon, L'Ange ivre, Chien enragé, ou plus tard Entre le ciel et l'enfer, et j'en passe, ou Vivre aussi. Donc, Akira Kurosawa aussi dans sa carrière a mélangé tout ça. Et comme tu l'as dit d'ailleurs, son film d'après, Rêve, mélange le passé du Japon, l'histoire du Japon, et le côté plus moderne aussi, parce qu'il y a une histoire sur le capitalisme et tout dans Rêve. C'est génial tout ça en fait. Donc en gros, Aka presque, il va faire le pont, il fait le pont, c'est un film sur Kurosawa, mais Marker s'inscrit dans la pensée kurosawaienne en fait. Mais comme tu l'as dit, déjà, Ran, ça rassemble toute l'œuvre de Kurosawa et ça rassemble l'homme aussi derrière. Du coup, c'est ces deux films, en fait, qui se complètent énormément parce que ils reprennent tous les deux des thématiques très similaires, sur l'auteur notamment, et le font dans vraiment un hommage pur et dur à toute l'œuvre de Kurosawa, car Ran, on peut le voir aussi comme justement un bilan, un chant du cygne. Du coup, il mélange aussi énormément de films du maître. Et du côté de Chris Marker, donc tu l'as dit, il va parler de souvenirs et en disant que c'était quelque chose de très important pour la création. Et du coup, Chris Marker va expliciter cela en montrant le chaos de la vie de Kurosawa. Parce que c'est un chaos qu'il a vécu, avec un tremblement de terre qui a sans doute traumatisé vis-à-vis de la violence. Et le Où son chaos, frère en japonais, c'est Ran. Ran. Voilà. Oui, Voilà. tiens, vas-y, parle-en de ce tremblement de terre, parce qu'à un moment, on a des images d'archives avec des photos qui sont terribles, d'une violence absolue. Mm. On dirait que Chris Marker veut nous faire comprendre le personnage. C'est-à-dire que, au vu du chaos qu'est Ran, puisque quand même, c'est un grand film historique, mais qui rassemble énormément de violence en soi, énormément de sang, des choses sur l'homme qui sont pas jolies à voir. Et en même temps, il va nous ramener ça à son auteur pour montrer en fait ce qu'il pense de la violence en parlant de son traumatisme d'enfance qui est la vision de cadavres pendant un grand tremblement de terre au Japon avant la Seconde Guerre mondiale. Et cette vision de violence est aussi jonchée à une capacité de l'homme avant même la Seconde Guerre mondiale à faire du mal à autrui parce que c'était une époque où les Japonais étaient très virulents vis-à-vis des Coréens et là les ont accusés d'un tremblement de terre, ce qui est très bête évidemment. Vous
vous pouvez en convenir. Et je pense qu'il y a eu un déclic, et c'est ce que nous explique aussi Chris Marker, il y a eu un déclic dans la tête de Kurosawa où il a dû voir les bas-fonds de l'humanité. Et depuis, ses visions de violence aussi, ils sont liés, il les condamne. Il fait jamais de la violence pour la violence, il y a toujours un but dans cela. Et Kurosawa, lorsqu'il fait Ran, Chris Marker pense qu'il pense aussi à ça. Il y a aussi cette part de lui qui revient à ses souvenirs pour créer justement un chaos. Et le chaos aussi est présent sur ce tournage, car, je l'avais dit, le principal ennemi de Kurosawa sur Ran, c'est le temps. C'est la galère qui est le plus grand tournage de l'histoire du Japon, je pense, car Oui. énormément de mois, de moyens, un temps ultra capricieux. C'est sur le mont Fuji que ça se passe, du coup, en hiver, tu vois pas au bout de tes pieds. Le film est un chaos, le tournage est un chaos, et une partie de la vie de Kurosawa est elle-même un chaos. Mm. Kurosawa, c'est Ran, finalement. Mais c'est Ran, que c'est... à 13 ans, il a vécu le chaos. C'est-à-dire parce que c'est ça, le tremblement de terre du Japon à Tokyo en 1923. Le jeune Akira Kurosawa a 13 ans. D'ailleurs, ce tremblement de terre de 1923, on le voit dans Le vent se lève d'Hayao Miyazaki. Donc c'est un traumatisme japonais au sens large aussi. Alors c'est intéressant parce que c'est le premier gros traumatisme japonais moderne, contemporain. Et c'est un peu plus de 20 ans avant l'autre terrible tragédie japonaise, Hiroshima, Nagasaki. C'est intéressant ça. Donc 1923, Akira Kurosawa fait face à la mort pour la première fois, mais la mort frontalement. Il voit des cadavres donc de gens qui ont été massacrés ou victimes du tremblement de terre et de l'incendie derrière. Ça a été un drame absolu. Comme tu le disais, où les Japonais ont massacré des Coréens parce que croyance absolue anti-immigration à l'époque. Ils pensaient que c'était eux les responsables. Donc c'était voilà. Et d'ailleurs, en faisant ce point-là, Chris Marker, qui adore le Japon, questionne sur le fait que le mal japonais, certes, malheureusement, a été décuplé et créé par l'Occident, les Américains, mais que de toute façon, dans l'humanité, le mal a toujours été là, d'une certaine façon. Il était déjà là en 1923, le mal chaotique humain, capable des pires choses dans l'histoire, mais il était là aussi à l'époque donc des samouraïs ou l'ère Edo et tout, enfin à l'époque de Ran, donc de la diégèse du film de Ran, où justement il y a cette scène de massacre, de chaos aussi. Et c'est pour ça qu'il fait ce parallèle, Chris Marker, qui est très intelligent, comme quoi tout pays a des histoires dramatiques. Des histoires où on a des grandes personnes qui ont fait des belles choses, mais aussi des horribles êtres humains qui ont créé le chaos. Et tous les pays ont ça, hein, de toute façon. Il n'y a pas un pays qui va être plus pays, je parle peut-être moderne et tout, qui va pas avoir sa part de responsabilité dans tel truc ou dans tel truc. Et donc, on le sait dans Ran, et Kurosawa l'a fait, hein, questionner l'humain dans ses films, il le fait tout le temps. Des humains qui souffrent, des humains qui font souffrir. Dans Ran, il a voulu aborder cela, et Chris Parker fait ce lien-là avec ce que Kurosawa lui-même a vécu, qu'il a été marqué par ce chaos, par ces cadavres. On voit les cadavres hein, en photo, c'est assez dur, ces cadavres déformés, soit parce qu'ils ont été pris dans le feu ou gonflés dans l'eau, etc. Et il va même faire la transition, Chris Marker, entre ça et une sorte de mannequin et tout qui va être utilisé pour jouer, pour faire les cadavres qui vont être balancés à un moment dans Ran. Et c'est très important ce qu'il fait là, parce qu'il utilise, il le sait, le traumatisme, Kurosawa, il l'a raconté, il l'a peut-être raconté à Marker en off, quoi. Et il se dit, bon, bah, c'est en lien avec ce qu'il a voulu faire là, quoi. Est-ce que c'est ce que le maître lui a dit ou est-ce que c'est l'analyse qu'il en a fait pour... Ça, on ne sait pas. Avec Chris Parker, il y a toujours, dans ses créations, il y a toujours des mystères. Et c'est très beau aussi. Mais je pense que ça rejoint l'hommage en général de Kurosawa, c'est-à-dire que Akira Kurosawa, c'est un réalisateur qui questionne l'homme. Dans les 7 samouraïs, il questionne cette morale. Dans Rashomon, plus directement, il questionne si l'être humain est bon par nature ou pas, avec justement cette histoire de mensonges qui font perdre tout espoir à un bonze et un bûcheron qui ont vu justement l'humain au pire qu'il était. Et dans Ran, on a aussi ce discours-là sur une grande trahison, la folie humaine, etc. Donc pour moi, je vois aussi cet hommage à cette grande carrière de cette façon-là.
au plus proche de l'homme, en fait. Et ça rejoint donc, comme on l'avait dit, toute cette attention sur l'équipe du film, souvent oubliée, mais totalement nécessaire à la création. Je trouve qu'en fait, c'est vraiment une... Aka, c'est pour moi une œuvre où on a un réalisateur qui aime profondément l'artiste qui va le dépeindre. Je dis artiste parce que dans, 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 ouah, dans Aka, c'est vraiment l'impression qu'on nous donne, c'est pas justement seulement un réalisateur, c'est l'artiste, le grand, le beau qu'on va nous montrer. Il Bah, questionne ça de comment surtout est qu'à venu. l'époque, Kurosawa, ça faisait maintenant 15 ans facilement, hein, depuis son revival, mais qui a été quand même, ça a été compliqué, de Deskaden, qui a failli être sa fin parce que il a failli il a tenté de se suicider après. Mais dans De Deskaden, il a par exemple, je crois pour la première fois, du moins très frontalement, utilisé ses propres peintures pour et les a intégrées au cinéma parce que Akira Kurosawa était peintre aussi. Et c'est vrai qu'à cette époque, dans Ran, donc, ça fait plus d'une quinzaine d'années que Akira Kurosawa est un artiste accompli dans son cinéma, c'est-à-dire qu'il va même peindre ses œuvres. Et dans Ran, à un moment, oui, il y a cette idée, il réfléchit en tant qu'artiste, sculpteur, peintre, il va même faire une lune. Il va créer une lune, pour une fausse lune pour une scène de nuit. Je crois que c'est la scène de nuit d'ailleurs qui n'est pas utilisée. Mais bon, une fausse scène de lune à la Méliès, d'ailleurs, Chris Marker référence Méliès. Une lune comme on ne l'avait jamais vue depuis Méliès. Et un Kurosawa qui va être l'artiste accompli ultime qu'il est devenu de toute façon, qu'il a toujours été, mais qu'il est encore plus frontalement là. Et c'est extraordinaire ça. C'est-à-dire que c'est pour ça d'ailleurs que à ce moment-là, il utilise tous les éléments qui peut-être sont contre lui à un moment en sa faveur, par exemple. C'est-à-dire que les brouillards, tout ça, il va utiliser certains instants où, en improvisation, ce n'était pas prévu, et il se dit, bon allez, vous êtes en place, vite, 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 on tourne là, on fait ça maintenant. Et on le fait. Et après, il va raccorder tel un peintre, hein, tel un sculpteur, en post-prod peut-être derrière, il va raccorder un petit peu les choses. Mais est-ce que ce serait pas ça ce qui fait d'un bon réalisateur un grand réalisateur? C'est-à-dire que je me souviens d'une interview de Cronenberg qui disait que sur ses tournages, malgré toutes les maquettes, tous les effets techniques qu'il fallait, il y avait toujours une place au hasard. Est-ce que il y a pas aussi ça pour Akira Kurosawa en mode si une œuvre de lui, même si elle est peinte, parce que je l'ai appris à la séance où j'ai été, qui était présentée par un journaliste de SoFilm, qui disait que tout Ran a été peint pendant 2 ans. Toute l'œuvre a été peinte vraiment pendant 2 ans pour faire les storyboards, etc., pour ensuite réaliser le film. Est-ce que Kurosawa n'avait pas aussi pensé, en tournant sur le mont Fuji, avec un climat très changeant, n'avait-il pas pensé au fait qu'il fallait toujours cet élan de vie, de hasard, à mettre dans son œuvre? Parce que, Mais bien sûr. parce Surtout que, que le mont Fuji, tu ne le domines, tu ne le maîtrises pas. Comme Akira Kurosawa pourrait être le mont Fuji du cinéma japonais, voire mondial, mais c'est le mont Fuji domine. C'est l'élément ultime. D'ailleurs, il en fera un segment dans Rêve où le mont Fuji rentrera en colère, par exemple. C'est pas anodin. Ça l'a tellement marqué le tournage de Ran que dans Rêve, il en a fait peut-être un cauchemar ou un traumatisme. Il va mettre le mont Fuji en scène en tant que divinité destructrice ou qui domine les choses, quoi. C'est intéressant ça. Je pense que le Mont Fuji, de toute façon, bah, c'est quelque chose. Peut-être, je ne sais pas s'il l'avait déjà filmé dans un autre film avant. Je n'ai pas de souvenir, mais c'est un monument, quoi, dans le sens terme. Enfin, c'est comme Akira Kurosawa est un monument du cinéma, comme Ran est un monument de son cinéma. Le Mont Fuji, c'est le monument naturel du Japon. Donc, là, il y a toute une idée de dimension, quoi. Et tourner sur le mont Fuji, c'est assez fou, quoi. C'est comme Rossellini qui va tourner sur Stromboli aussi. C'est des cinéastes qui ont tenté des choses où ils savaient qu'ils allaient faire face à potentiellement des imprévus. Et pas que d'ailleurs, ce que tu dis est très vrai. Faire gérer les imprévus et les utiliser en sa faveur, ça transforme un très bon cinéaste en cinéaste de génie ultime.
Et beaucoup l'ont fait, ça. Beaucoup l'ont fait. Je pense à Spielberg qui, alors, pour le coup, c'est le hasard, mais ça revient au même. Par exemple, sur Les Dents de la Mer, à un moment, il va capter une image où il y a une étoile filante derrière. Et c'était pas prévu. Et ça deviendra un peu un des leitmotifs de son cinéma, du coup. Voilà, ce sont des exemples. Enfin, le hasard va faire la légende aussi. Mais dans le duel de Kurosawa contre la nature, c'est Kurosawa qui a gagné, ce qui est très très beau. Presque. Ah oui, à un moment, il le dit. C'est ça. C'est Chris Marker, il le dit directement. Le C'est brouillard capitule à un moment. le brouillard capitule face à la volonté du maître. Voilà. Mais ça, Et c'est la pour faire. fascination que Marker avait envers Kurosawa. Il le sublime. C'est vrai que c'est quelque chose, un portrait très positif. C'est élégiaque par moment, mais il y a eu un fait que pendant plusieurs jours, ils ont attendu plusieurs jours de combat contre le brouillard. Ils attendaient une accalmie. Et à un moment, la lumière est venue, quoi. C'est Dieu en fait. Et la lumière fut. C'est presque ça. T'as bien résumé le film. Kurosawa, c'est Dieu. Voilà. Oui, mais passons, voilà. Chris Marker, je pense pas que niveau religion, il avait d'autres croyances qu'envers les humains qu'il côtoyait, peut-être, tu vois ce que je veux dire, mais voilà, enfin, c'est marrant parce qu'au final, il n'aura jamais fait de documentaire sur Hitchcock, ça aurait pu être sans regret, ça. Je sais pas. Bah, dans un temps, quand même, il y a toute la séquence dans Sans Soleil sur Vertigo, que je trouve géniale et que j'aime regarder souvent, Mais qui après, montre d'ailleurs, Chris justement tout Parker, le au temps. passage, Chris Parker, il fera un documentaire sur Tarkovsky aussi, après. C'est vrai, Ouais. c'est vrai, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le voir, malgré mon amour pour Tarkovsky, parce que je crois que le documentaire n'est disponible, pardon, que dans un Blu-ray ou DVD de la grande édition intégrale de Tarkovsky. C'est possible. Et j'ai pas 70 € en ce moment. Et j'ai pas tellement d'argent. Du On va coup, ouvrir un Litchi, Tipeee, s'il vous plaît. un Tipeee pour Albator pour qu'il puisse se gaver de cinéma. Non, mais voilà, Et mais comme tu non, mais c'est ça, Sans Soleil, oui. Oui, oui. Bah, Sans Soleil, c'est pas un documentaire sur Hitchcock, mais c'est une petite parenthèse où il va faire un mini documentaire sur enfin, là où Vertigo a été tourné. C'est la quête. C'est la quête dans la quête. C'est-à-dire Vertigo, il sort de quête, etc. Là, il va vers son film, quoi. Son film préféré. mais même Sans Soleil, j'ai du mal à le montrer en tant que documentaire parce que, comme tu l'as dit, C'est pas un c'est documentaire, tellement un Sans Soleil, film. c'est quelque chose. Bah non, c'est pas vraiment un documentaire. Au début, on te parle de bonheur, ensuite de chat, du Japon, de Vertigo, d'un marché en Afrique. C'est vraiment des lettres de voyage en fait. C'est pas un documentaire en soi. C'est juste des lettres, des épistolaires en fait. C'est un essai philosophique en son sens aussi. C'est un film Mais épistolaire pour moi. Aka l'est aussi presque, presque. Enfin, Aka, c'est plus qu'un documentaire. Et j'ai même envie de dire, c'est peut-être le dernier chapitre qu'on va aborder, c'est que c'est une réflexion sur le cinéma, tout simplement. C'est que comment le cinéma se crée. Qu'est-ce que doit être le cinéma? D'ailleurs, Kurosawa dit quelque chose à un moment en ce sens. Grosso modo, il dit que l'esprit du cinéma, c'est de montrer aux gens ce qu'ils veulent voir. Et c'est très intéressant ça, parce que c'est une phrase qui peut être mise en débat. Est-ce que le cinéma doit montrer aux gens ce qu'ils veulent voir? Oui et non. Mais quand tu vas voir un film, tu veux voir du cinéma. C'est ça qu'il voulait dire. Il l'oppose au théâtre, même s'il aimait aussi le théâtre, Kurosawa. C'est-à-dire qu'il y a moins de restrictions qu'au théâtre. C'est-à-dire qu'au théâtre, tu as le spectateur dans la salle de théâtre qui va avoir son point de vue, qui va fixer un truc à la fois. Tu n'as pas la même chose. Dans le montage du cinéma, c'est l'artiste cinéaste qui choisit les points de vue pour le spectateur. Hein. Attention, mais c'est vrai, avec le monteur. C'est-à-dire que le cinéma, il y a un artiste derrière qui va faire en sorte que le spectateur voit quelque chose qu'il a voulu montrer lui. Le théâtre, certes, il y a la pièce de base et tout, la performance des acteurs et tout, mais le spectateur dans la salle de théâtre, s'il veut être focus sur la gouvernante ou sur la femme ou le mari ou je sais pas quoi, c'est son choix, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas tout voir en même temps, quoi. Mais le cinéma non plus, tu peux pas tout voir en même temps aussi, en vrai. Bah, en fait, ça rejoint un petit peu ce que j'avais pensé lorsque j'avais vu Ran, c'est que beaucoup de scènes avec les personnages, on aurait dit vraiment des scènes de théâtre. Ah, mais bien sûr. Avec leur mise en scène très de côté, Shakespeare. on va dire, pour tout rassembler, voilà.
Je me suis dit: «Oui, l'hommage à Shakespeare va jusque-là où il va se dire que pour ces scènes-là, pour ces scènes où il faut montrer ces personnages, on va faire ça en mode comme si on voyait une pièce de théâtre». Et c'est vraiment dans sa grande scène de bataille, je pense que Chris Marker, il a pas débarqué sur le tournage au hasard. Il a dû choisir son jour, son moment, et ça a été sur la scène de bataille, 3 caméras, énormément de points de vue, du grand cinéma dans la manière où on met des effets en plus pour sublimer l'image. Il a pas dû choisir ça par hasard, et on voit vraiment le moment le plus cinématographique de Ran, pour moi, Et d'ailleurs, avec, la tu te fin. souviens, c'est cette scène-là, avant d'être tournée, où on voit le sensei débarquer en Mercedes Ouais, et Chris Parker en voix off qui dit Sensei est heureux, il va filmer ce qu'il voulait filmer. C'est-à-dire son ultime combat. Parce que c'est ça, hein. voilà. Bah, bien sûr, c'est le dernier grand combat de sa carrière. D'une carrière jonchée d'immenses affrontements, avec des épées. À côté de moi, j'ai un flyer des 7 samouraïs, je pense à la fin, Mmh. avec justement ces 40 renégats contre ces 7 samouraïs dans un village, dans une grande scène de bataille que Chris Marker va donc citer ici en parlant de chevaux, parce Ah, les chevaux. que Kurosawa, c'est avant tout des chevaux et de la pluie, comme l'a Et dit mais John Ford. dès le début de sa carrière, parce que l'un des derniers films où il a été assistant réalisateur avant qu'il vole de ses propres ailes, le film s'appelle Cheval en VF, Uma. Voilà. Et on voit les extraits de ce film avec une femme qui travaille dans une ferme avec son cheval et tout. C'est-à-dire il remonte vraiment aux origines de la carrière de Kurosawa. En fait, Uma, c'est considéré comme le presque premier film de Kurosawa dans le sens où il a pris en charge les derniers jours et la post-production parce que le réalisateur était parti ailleurs. C'est là qu'il est vraiment devenu réalisateur avant de faire la légende du grand judo, je crois, hein, son premier film. Donc c'est pas pour rien, il revient aux origines, la mémoire, le souvenir, aux origines de Kurosawa. Le Kurosawa adolescent qui voit le trauma et le drame, et le Kurosawa début cinéaste. Et après il y aura Rashomon évidemment, qui sera le début de la légende Kurosawa. Mais c'est fascinant comme film finalement. C'est toute une personne sur un film de 1h11 sans qu'on lui parle, sans vraiment le perturber, le laissant juste travailler. Et c'est justement dans ce travail que ça rend la personne très belle et légendaire finalement. Parce que honnêtement, on peut le dire, hein, Kurosawa, c'est la légende. C'est c'est le réalisateur préféré de ton réalisateur préféré. C'est comme ça. C'est un peu marrant, mais c'est vrai. C'est vrai, hein. J'avais fait un TikTok sur Rashomon, j'avais dit oui. Scorsese, qui apparaît dans Rêve d'ailleurs, en Van Gogh, en tant Oui, aussi qu'artiste. c'est vrai. Coppola, Lucas, Marker, Et on en Steven passe. Spielberg, même Sergio Miyazaki, Leone. peut-être Miyazaki, même si Miyazaki était peut-être un peu plus Ozu, mais encore ça se discute. Et John Ford, Ça se oui, discute, tiens, mais John oui. Ford. John Ford qui est allé John voir Ford. Kurosawa en lui disant vous aimez la pluie. Ce qui prouve que Ford avait vu les films de Kurosawa et qu'il avait compris le Bien travail de sûr, Kurosawa, tout simplement. mais bien sûr. Mais pour revenir à Miyazaki, bah, Rêve, c'est purement du Kurosawa, hein. Enfin, c'est purement du ce que va reprendre Miyazaki par la suite, au niveau de l'enfance, des cauchemars, du rêve, de la guerre. Mm. On en avait parlé, c'est sûrement une de ses œuvres fondatrices. Et Et même dans Ran, hein, il y a du Miyazaki dès le mais début bien avec les sûr, chasseurs mononokesk. Là. mais bien sûr, Mais avec la chasse, c'est Et- Mais tu sais, je crois qu'il n'y a pas mieux comme genre de documentaire sur un cinéaste que justement de le montrer au travail. Beaucoup mieux que d'aller l'interviewer directement et tout. D'ailleurs, il y a eu un autre documentaire qui a été fait sur un cinéaste japonais par un cinéaste que tu aimes beaucoup aussi, Wim Wenders, et que qui avait j'ai fait vu Tokyo Ga. Voilà, Tokyo Ga sur et Ozu. dont Ben, apparaît pareil. Et et ce qui est Chris Marker intéressant, apparaît c'est que dedans. et en plus, oui, et ce qui est intéressant, et tout est lié, hein. Ce qui est intéressant, c'est que Wim Wenders est allé faire un documentaire sur un cinéaste qui n'était plus là déjà. Et c'est encore plus Sur beau. Ozu. Ouais, Et sur Ozu. bah, dans Tokyo Ga, on parle aussi de comment filmer, de l'homme, du changement, du changement de temps. Parce que une grande partie du film, c'est du Ozu, parce que Ozu traite beaucoup du changement du Japon, mais pas directement. C'est-à-dire qu'il va filmer le Japon en tant que soi pour montrer tout le changement. Et c'est sur Aka qu'on voit aussi ce changement où on va montrer
les paradoxes, les différences entre le passé et le présent. C'est une œuvre globale, en fait. Les cinéastes occidentaux qui vont au Japon pour filmer leur cinéaste préféré, c'est rigolo. Ouais, non, mais c'est marrant parce que moi, j'étais en train de réfléchir à un truc, alors j'ai rien lu à ce sujet, mais est-ce que Ozu et Kurosawa se sont déjà rencontrés? Est-ce qu'ils ont échangé ensemble? Parce que c'est marrant parce ils sont dans deux univers parallèles où leur destin n'est pas amené à se croiser, parce qu'ils ne se sont jamais croisés, du moins sur le plan esthétique et cinématographique. Et pourtant, on voit des parallèles entre les deux, mais est-ce qu'ils se sont déjà parlé et rencontrés? À part se serrer la main sur Je un pense, hein. festival, hein, je parle. Je sais pas. Je sais pas. Bah, Recherche parce que là, on pourrait fantasmer une rencontre entre les deux. Qu'est-ce qui se dirait pendant des heures? Ouh là là. oh, le niveau de cinéma dans la discussion, ce serait fou, hein. Et c'est peut-être juste là, justement pour ça que ça n'est jamais arrivé. C'est pas possible. C'est comme faire rencontrer le soleil et la lune. Je dis n'importe quoi, mais tu vois ce que je veux dire. Tu vois, Oui, mais en fait, je pense que ça s'est déjà se passé parce que si on remet ça à des réalisateurs récents, Kiyoshi Kurosawa, il a très bien rencontré Hamaguchi. Ils ont même travaillé ensemble. Du coup, je oui. pense quand même que ils ont dû se rencontrer, surtout que le Japon est une grande terre de cinéma. Ils ont dû se rencontrer, Oui. etc., partager ensemble. Et Et c'est des voilà, œuvres totalement différentes. est-ce qu'ils se sont rencontrés? Est-ce qu'ils ont vraiment échangé plus que coucou, bonjour, ah oui, vous êtes doué, je sais. Mais ça, C'est clair. voilà, si vous avez des infos là-dessus en commentaire, n'hésitez pas. Mais bon, Si vous après, avez on des peut parler. fantasmes, si vous avez des fantasmes de sujets de discussion entre Ozu et Kurosawa, on les prend aussi. On peut même imaginer faire une sorte de faux biopic où les deux se seraient rencontrés. Ah, c'est une idée de film, ça. Ça, tu vois, ce genre. Ça serait Ce un serait truc magnifique. ça serait un truc totalement fou. Mais on peut parler de la fin. De toute façon, il n'y a pas de spoiler hein, dans AK. Enfin, c'est tombé la zone spoiler ici, là-bas. Le J'aime bien spoil, la c'est fin. que Ran est sorti. Voyez Ran aussi, c'est important. Mais d'ailleurs, vous pouvez vous pouvez apprécier AK de façon différente en ayant vu Ran ou pas. C'est-à-dire, vous pouvez voir AK, voir Ran et revoir AK derrière. C'est ce que tu as fait. Ou avoir Ouais. vu Ran et découvrir AK après. Peu importe. D'ailleurs, question là-dessus. Tu n'as peut-être pas revu AK de la même manière après avoir vu Ran. Non. Non, non, Voilà. non. Et j'ai pas vu Ran non plus de la même manière. Parce que Parce si tu que il y n'avais a pas des. vu AK, tu penses que tu n'aurais pas vu Ran de la même manière. Bah oui. Ouais. Non. Par exemple, juste dans la première scène de tournage, avec le vieux père qui veut sortir, qui part du château de son deuxième fils, là, tu vois que il y a un truc en plus, tu vois. Il y a juste avec les galères pour prononcer un mot, quand tu le repères, ce mot-là, et que tu vois Ah le oui. film, et que tu fais Ouais, oui. Ah, j'ai la référence. Mais Ouais, oui, l'acteur, Nakadai, l'acteur ouais. qui n'a pas prononcé le bon mot de l'époque, qui avait utilisé un mot moderne à la place, et alors là, Kira Kurosawa, il n'a pas laissé passer. Alors, ça, c'est pas Bah non, possible. parce que sur le tournage aussi, il y avait une sorte de perfectionnement. Avec toutes les répétitions, ça répétait pendant plusieurs heures pour faire une seule prise qui était bonne. Ouais. Il y a vraiment un perfectionnement et tout ça. Mais bah en fait, je trouve qu'on peut regarder Aka sans avoir vu Ran, et je pense que ça pousse à voir les autres œuvres de Kurosawa. C'est-à-dire que plus qu'un juste un film de Kurosawa, ça nous pousse à découvrir tout l'artiste. Parce que Oui. on nous montre une aura particulière, c'est l'amour, Oui. quoi. Il y en a plein. Hein, on est loin d'avoir tout vu, toi et moi encore. Donc, Ouais. mais la fin de ce film, essai, documentaire, making of, tout ce que vous voulez, j'aime bien, ça se termine sur un kata. Ah oui, coupé. Et la fin du film, on voit un guerrier anonyme descendant le mont Fuji à cheval. Voilà, ça résume pas mal les choses aussi. J'aime beaucoup cette fin. Bah, C'est-à-dire qu'il ne termine pas, il termine sur le maître qui dit cut. Et après, il y a quand même le guerrier anonyme qui descend le mont Fuji. C'est-à-dire que le dernier plan, c'est quand même bien le mont Fuji aussi. Enfin, les mais pentes basses du mont Fuji. Chris Marker, il montre une image de petit Kurosawa sur un petit cheval habillé en C'est samouraï et tout. avant. Ça, c'est avant, mais oui. Oui, oui. Donc on peut aussi voir une sorte de parallèle d'un vieux guerrier qui a fini, qui est toujours sur son cheval, avec ce Mais oui. dernier grand film Tu sais de, qu'on n'en de a pas parlé, mais samouraï, c'est important, cette photo qui apparaît avec le bébé, enfin, un enfant Kurosawa sur un le cheval bébé. de bois. Bah oui, tout est là, en fait. Il y a ça, il y a le traumatisme après avec les morts. Et en fait, il montre que Chris Marker, il veut dire tout simplement quelque chose, c'est que chaque cinéaste crée avec ses traumas, ses souvenirs et sa mémoire, hein, tout simplement. Et Bah, même si c'est t'avais inconscient, parlé de même, Steven, parce que même ça peut être inconscient, hein, mais oui. t'avais parlé de Steven Spielberg. Ah Lui bah, aussi, il le fait.
Bah, Mais c'est aussi, un. par exemple, c'est dans Rencontre du troisième type, je crois, que pour parler à un extraterrestre, on invente un ordinateur avec un, un instrument de musique, un piano. Oui, Son père était informaticien, sa mère était pianiste. et oui, Il y a bien aussi sûr. une part de souvenir. Et puis en plus, voilà, Et, rencontre du troisième type, Truffaut, Marqueur, on y revient. C'est et bien. Truffaut qui disait que la couleur était inventée pour que Kurosawa puisse faire Ran. J'ai Ah, mais vu c'est beau. Ran au cinéma, c'est Ouais. normal qu'ils disent ça. C'est normal. Surtout que Qu'elle quand on claque. voit qu'il y a les techniciens qui peignent au marqueur, au Chris marqueur, c'est très amusant. C'est très très drôle ça. Au marqueur sur les bâches pour faire refléter la lumière différemment de couleurs, pour caractériser chaque personnage avec une teinte Mm. de couleurs différentes, tu t'imagines le délire quoi. Comment avoir cette idée magnifique? Bon, il faut être peintre Parce aussi. que Hein. c'est Kurosawa. Parce que Kurosawa, c'est le maître de son art, mec. Ah, mais tous les Parce détails, que c'est-à-dire que nous, jamais on aurait imaginé que ça a été fait comme ça. Mais ça peut non, tuer presque ça tue le mystère, mais pas du tout. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est fascinant, c'est la fascination. Je pense que c'est le mot du podcast. Voilà. et Mais, bah oui, vas-y mais parle. oui, tu vois, c'est-à-dire qu'on est tout petit. On est, en fait, face à Aka et à Kurosawa, on est tels des guerriers anonymes face au mont Fuji. Quoi. On est insignifiant, mais Mais c'est pas c'est un grave. beau combat. Ça nous empêche pas de parler. Et on vous attend en commentaire, vous aussi. Parlez alors de Haka, de Chris Marker, d'Akira Kurosawa, de tout ça mélangé, de la mémoire, l'importance de la mémoire au cinéma, des souvenirs, des couleurs, des éléments, de tout. Voilà, vous pouvez parler de tout. Un peu de Ran aussi, même si je vous renvoie à Ouais. ma vidéo. Et je renvoie au futur TikTok que tu vas faire sur Ran, parce que tu vas en faire un, j'en suis sûr. Mon cher Albator, qui devient le roi de TikTok en ce moment en termes de C'est cinéma. vrai. Donc, bah, c'est vrai. Ah. C'est vrai. Mais Ah avoue que bon? tu vas faire un TikTok sur Ran. Pourquoi Allez, pas? Honnêtement, j'y ai pensé, ouais. Mais c'est compliqué après la canicule. Voilà. Parce que Ouais, là, ça fait 1 heure qu'on enregistre, j'ai pas pu ah, mettre mon ventilateur, je crève de chaud. et il n'est que 9h du matin. Voilà, donc, mais bon, quand vous écouterez ce podcast, normalement, la canicule aura baissé, donc c'est très bien. La Mais du chance. coup, vous n'avez aucune excuse de ne pas transpirer, à mettre de longs commentaires à ce podcast. Allez-y, lâchez-vous. Et voilà, le plus grand mystère du cinéma français, Chris Marker, qui réalise quelque chose sur la création et le mystère de la création à travers un des grands cinéastes de ce monde. C'est juste magnifique. Quoi. Il y a un échange perpétuel et on vous invite du coup à échanger sur cet échange en commentaire et sur notre échange. Mais merci mon cher Albator, hein, évidemment. Merci à toi de m'avoir invité, c'est toujours très sympa de parler de Chris Marker, Et de tout. qui devient Voilà. mon réalisateur préféré de jour en jour, parce que De toute j'adore. façon, tu as 8000 réalisateurs préférés de toute façon et de films C'est vrai, préférés. mais Chris Marker, il me touche particulièrement, avec Lynch. Et ce qui est intéressant, ah bah avec Lynch, oui, tiens, on n'a pas parlé de Lynch, on ne peut pas parler de Lynch tout le temps, mais ce qui est intéressant, c'est que logiquement, si mon planning est bon, ce podcast va être publié juste avant ma vidéo sur Rêve. Voilà, ça va être une journée spéciale Kurosawa du coup. Voilà, voilà, je La dis vie fait ça, si, je dis rien. la vie fait si bien les choses, hein. Oh là là. Les hasards de la C'est- vie. Mais en tout Oh cas, là là. voilà les hasards, le destin, pour rebondir sur les éléments. Et on vous Hasard dit, conduit hasard, Hamaguchi, aussi un cinéaste japonais, qui est japonais Kurosawa. c'est un des héritiers de Kurosawa évidemment. On vous dit à la prochaine. Ciao